Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition estivale de notre émission Dialogue littéraire. Au programme ce mois-ci, nous retrouverons Pierre Assouline qui nous présentera son dernier ouvrage Sigmaringen. Nous retrouverons ensuite Nono et Paul Burel qui nous livreront avec malice l'indispensable pour devenir incollable sur l'école de Pont-Aven. Enfin, nous passerons par Dialogue Musique et la librairie pour retrouver Maïwen et Stéphanie qui nous présenteront leur sélection d'été. Entre histoire et romance, Pierre Assouline nous plonge dans les méandres d'un château hanté par les spectres d'une période sombre, celle de septembre 1944. Au crépuscule du Troisième Reich, le gouvernement de Vichy investit Sigmaringen en Allemagne. Tout repose désormais sur Julius Stein, le majordome général de l'illustre lignée. Consciencieux, attentif et discret, il veille sur le château et rien ne lui échappe. Pierre Assouline répond tout de suite aux questions de Laurence. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Sigmaringen, votre dernier roman qui est paru aux éditions Gallimard en janvier dernier. C'est un roman qui nous plonge dans un épisode méconnu de l'histoire française, qui est la débâcle tragicomique du gouvernement de Vichy, retenu au château de Sigmaringen en Allemagne pendant 8 mois, de septembre 1944 à avril 1945. Alors avant tout, pourquoi avoir choisi de vous intéresser à cet épisode de l'histoire en particulier et pourquoi par le biais d'un roman? Comme beaucoup de Français, je m'intéresse à l'histoire de l'occupation et celle de Vichy. Et ce qui me frappe, c'est que la plupart des Français ne se sont pas intéressés à l'épilogue de l'histoire, comment ça s'est terminé. Et ça, je trouvais qu'il y avait un manque, comme une frustration, mais volontaire. Alors j'en ai eu l'explication quand j'ai compris que dans l'inconscient français, la libération de Paris marquait la fin de la guerre, alors qu'en fait elle a duré 8 mois de plus. Moi j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Et donc j'attendais d'avoir un déclic avec un personnage qui soit assez fort pour raconter tout ce qui s'était passé. Et ça m'a pris 20 ans. Et ce personnage s'est imposé au bout de 20 ans, c'était le majordome de la famille Hohenzollern qui était resté en poste, en fonction, au service des Français du château, alors que ses maîtres, les Hohenzollern, avaient été assignés à résidence à 20 km de là, en punition, en châtiment par Hitler. Donc une fois que cet homme, ce personnage s'est imposé, après il ne restait plus qu'à raconter l'histoire et à enquêter pour en savoir davantage, bien sûr. Alors dans ce roman, vous faites revivre de nombreux personnages de l'histoire, comme le maréchal Pétain, Laval, Louis-Ferdinand Céline et bien d'autres. Mais vous choisissez comme personnage principal un personnage fictif, Julius Stein, qui est le majordome des Hohenzollern. Comment est-ce qu'il s'est construit sous votre plume, ce personnage, et pourquoi avoir choisi un majordome? Alors, en fait, tous les personnages qui portent un nom, un vrai nom, qui sont des personnages connus, De Gaulle, Pétain, Céline, Déa, tous ces gens-là, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, ils l'ont vraiment fait, ils l'ont vraiment dit. Les deux seuls avec lesquels je me suis autorisé une licence poétique, si vous voulez, c'est les deux principaux, c'est le majordome et puis c'est l'intendante française du maréchal Pétain, Jeanne. Je leur ai prêté des propos qui n'ont pas tenu, puisque je les avais réinventés. Pourquoi avoir choisi un majordome? Pour une double raison, et cette double raison ramène à un thème qui est le vrai thème du roman, c'est l'obéissance. Quand on est majordome, on est éduqué à obéir. On obéit parce qu'on est un serviteur. Serviteur dans l'acception la plus noble du terme, et c'est vraiment le service d'une maison dynastique, d'une famille et d'un maître qui est le prince de Hohenzollern, qui lui a dit de servir ces Français comme s'ils étaient nos invités. Et un Allemand est formaté, éduqué, formé dans l'obéissance, pour obéir. C'est même une des clés de la réussite d'Hitler, c'est l'obéissance allemande. Et là où ça m'intéressait de développer quelque chose, c'est que ce personnage de Julius va tomber amoureux de Jeanne Wolfermann, la française alsacienne, et c'est elle qui va lui faire comprendre que dans la vie d'un homme ou d'une femme, l'honneur, peut-être parfois, justement, c'est de désobéir. Si on ne personnifie pas les choses, si on ne fait pas incarner un concept, une notion ou une idée par une personne, le lecteur ne peut pas comprendre, ne peut pas suivre. L'exactitude, c'est le terrain de l'historien, la vérité, c'est le terrain du romancier. J'essaye de faire rejoindre les deux.
À l'occasion de la sortie de leur livre L'école de Pont-Aven, nous retrouvons Nono et Paul Burel. L'un armé de sa palette de couleurs, le second de sa plume. Il nous offre en 63 questions-réponses l'indispensable pour devenir incollable sur Paul Gauguin et ses compères. Ce projet mêlant science et humour vous fera sourire et même parfois rire. On en apprend énormément, des plus petites anecdotes aux grands faits de l'histoire. C'est Laurane qui a eu la chance de les rencontrer. Bonjour Nono, bonjour Paul Burel. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Pont-Aven, dans cette charmante cité pittoresque, ville qui a vu naître un des mouvements picturaux majeurs du 19e siècle, et plus précisément à la pension Gloanec, dans la chambre même qu'a occupée Paul Gauguin. Nous sommes ici pour célébrer la parution de votre livre, L'école de Pont-Aven, publié aux éditions Dialogue. Donc écrire un livre sur l'école de Pont-Aven, c'est un projet un peu fou. D'où vous est venue cette idée, cette envie? Je crois que c'est M. Nono qui a eu l'idée. Alors, je pense que oui, j'ai eu cette idée-là. D'où est-elle venue? Alors, moi, il y a des lieux qui me parlent beaucoup, des lieux notamment où ont vécu des peintres. Je pense à Saint-Rémy de Provence, où a vécu pendant un an Van Gogh, le bateau Lavoir à Montmartre, et puis et Pont-Aven, bon, que je connais assez bien. Pour y être venu quand même à pas mal de reprises. Et quand il m'en a parlé, je dois dire que je me suis dit, oh là là, quelle galère, parce que moi je suis originaire de Pont-Aven, donc par définition... De Nizon, plus précisément, mais enfin bon. Donc je ne me sentais pas prophète dans mon pays, je dis, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'école de Pont-Aven, les snipers érudits vont me tomber dessus si je fais un bouquin comme ça. Mais bon, à la réflexion, quand même... J'ai constaté qu'il y avait quelque chose à faire, notamment sous l'angle du regard du journaliste, qui manquait pour l'instant à la panoplie des multiples ouvrages qui ont été publiés. Donc 63 cols composent cet ouvrage, transmettre l'histoire de Pont-Aven par ce procédé. Qui y a pensé? On cherchait... ouais, je fais tout, moi, dans ce bouquin. Oui, il fallait trouver un titre, et puis voilà. C'était pas primordial, bien sûr, de trouver le titre à ce moment-là, mais j'ai cherché comme ça un peu, puis bon, voilà, l'école de Pont-Aven. Et du coup, donc, ça nous a amené effectivement dans cette espèce de suite de questions, quoi. Oui, mais en plus, ce titre, c'était sympa parce que derrière, ça nous permettait de faire un ouvrage grand public, de partir des questions. Les ouvrages qui sont parus jusqu'à présent, c'est des ouvrages qui apportent des réponses. Nous, on est parti des questions des gens. C'est quoi l'école de Pont-Aven? Les gens disent, mais c'est quoi exactement la révolution qui a eu lieu? Mais il y a d'autres qui disent, mais Paul Gauguin, au fait, pendant 3 ans qu'il était là, est-ce qu'il avait des copines à Pont-Aven? Vous voyez. Donc je me suis dit, là, il faut une touche journalistique, un style beaucoup plus direct, plus imagé, plus familier même. C'est quand même plus agréable pour un lecteur lambda pour lire, quoi, finalement. Au fil de vos recherches, vous avez récolté une somme d'informations, d'ailleurs les anecdotes fourmillent. Si vous deviez nous en faire partager une en particulier, quelle serait-elle? Polo. Ah ben, il y en a plein. C'est pour montrer comment que l'ère du temps a changé. À l'époque, tous les peintres qui étaient là, c'était des joyeux drilles. Ils avaient l'humour potache. Il y a eu 2 ou 3 histoires qui sont bien connues. C'est qu'un jour, ils avaient saoulé des oies qu'ils avaient piquées je ne sais où dans la campagne. Ils les avaient peinturlurées avec des couleurs bariolées de tous les tons et ils les avaient lâchées dans la ville de Pont-Aven. Donc il y avait des oies titubant dans les rues de Pont-Aven. Les gens étaient berlués. Donc je le répète, nous sommes ici à la pension Gloanec, dans la chambre qu'a occupée Paul Gauguin à l'époque. C'est vraiment un lieu mythique dans l'histoire de l'école de Pont-Aven, avec sa patronne d'ailleurs, Marie-Jeanne Gloanec. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, à Pont-Aven, il y avait deux aubergistes célèbres. C'était Marie-Jeanne, donc là on est chez elle, et en face il y avait Julia Guyou. Et c'est ça qui a fait la recette aussi de Pont-Aven. Les peintres sont venus parce qu'il y avait un accueil extraordinaire, et notamment chez Marie-Jeanne Gloanec, parce qu'elle était vraiment très très accueillante. Elle avait autour d'elle en plus 4 ou 5 servantes en coiffe, tout ça qui recevaient et qui parlaient à la fois le breton et le français, ce qui aussi était un avantage, ce qu'on ne trouvait pas dans les communes avoisinantes, où on parlait encore à l'époque que le breton. Donc Marie-Jeanne, elle avait tout compris du marketing moderne, comme d'ailleurs Julia en face. Alors Julia s'occupait plutôt, elle, des peintres américains huppés, qui avaient de l'argent, qui étaient aisés. Marie-Jeanne, elle avait choisi sa spécialité, c'était justement un peu plus la bohème, en fait, ce qui fait que l'école de Pont-Aven, au sens strict du terme, c'est ici, chez Marie-Jeanne Gloanec, que ça se passait. Nous sommes maintenant à Dialogue Musique, où nous retrouvons tout de suite Maïwenn, qui nous présente son film coup de cœur.
Bonjour Maïwenn. Bonjour Mathilde. Alors je crois qu'il y a un film qui t'a particulièrement tapé dans l'œil. Oui, effectivement. Quand j'ai feuilleté le catalogue lycéen que présentera tout à l'heure Stéphanie, mon attention a tout de suite été retenue par la magnifique affiche de The Land of Hope. C'est l'histoire de 3 couples sur fond de catastrophe nucléaire. Suite à la tragédie de Nagashima, les autorités viennent de mettre en place un périmètre vraiment absurde. D'accord, absurde dans quel sens? Absurde parce que si tu habites à gauche de ce périmètre, à gauche de cet arbre ou de cette ligne, tu es en sécurité. Mais si tu habites à droite, tu es en zone de radioactivité et tu es donc contrainte à l'exil. D'accord, et qu'est-ce qui t'a vraiment plu, qu'est-ce qui t'a touché dans ce film? Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de pudeur et à la fois on retrouve 3 générations, 3 préoccupations différentes, mais tout en ayant une volonté de rompre avec la norme, des réactions très radicales face à une réalité qui finalement est monstrueuse, voire inconcevable. Les couples vont devoir apprendre à vivre heureux avec la radioactivité. Ah, et je vois que tu nous as sélectionné d'autres DVD. Oui. Alors si on veut continuer sur le thème des amours radioactifs, forcément je t'invite à voir ou revoir le mythique Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais, ou alors film sorti plus récemment, le film Grand Central, une fresque sociale sur le thème du nucléaire. D'accord, très bien. Je te remercie Maïwenn. C'est moi. Tout de suite, nous retrouvons Stéphanie pour sa sélection de l'été. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathilde. Alors je crois que tu nous as sélectionné 2 de tes coups de cœur. Tout à fait. Ces 2 ouvrages font partie d'une sélection que les libraires ont faite pour les lycéens et qu'ils ont imaginé sous forme de carnet de voyage littéraire et cinématographique. Je te laisse le découvrir. Merci. Dans cette sélection, moi j'en ai choisi 2. Le premier, Le joueur de Fédor Dostoïevski, où Dostoïevski, au travers d'une analyse passionnante de l'addiction au jeu dans lequel son narrateur va tomber bien malgré lui par amour, nous dresse une satire tout à fait acerbe de la société européenne contemporaine. C'est un livre passionnant. Et ton deuxième coup de cœur? Alors mon deuxième choix, cette fois-ci, nous amène en Espagne avec Manuel Rivas, Le crayon du charpentier. On est en 1936, juste après le coup d'état militaire de Franco, dans la cour d'une prison galicienne plus particulièrement. En fait, dans ce livre, Manuel Rivas, au travers d'une histoire qui flirte avec le fantastique et que je ne vais pas te révéler et que je te laisserai découvrir, nous entraîne vraiment sur le chemin sinueux des horreurs de la guerre, mais avec beaucoup de finesse et beaucoup de subtilité et de sensibilité qui font vraiment pour moi de cet ouvrage un chef-d'œuvre de la littérature espagnole. Très bien, un beau programme estival. C'est ça. Je te remercie. Merci à toi. Voilà, notre émission touche à sa fin. On se retrouve le mois prochain pour notre émission Dialogue littéraire de la rentrée. D'ici là, bonne lecture et à très vite. Thank you.